Bonjour à tous, c'est Nathan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'endurance avec la 7ème analyse de BOP de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance, puisqu'en effet, ce week-end, le WEC se rend à Fuji pour une course de 6 heures chez Toyota sur le Fuji Speedway. Dans cette vidéo, on va comme d'habitude passer en revue la BOP qui va s'appliquer en catégorie hypercar et pour chacun des modèles engagés avec les données de la course précédente à Kota, de celles des 6 heures de Fuji de l'an dernier, également des points forts et des points faibles qu'on connaît, qu'on commence à connaître pour chacun des modèles. On va tenter d'établir une hiérarchie pour la course de ce week-end. On va donc directement rentrer dans le vif du sujet en parlant du terrain de jeu, le circuit du Fuji Speedway, qui est un circuit qui, comme Kota la dernière fois, combine tout type de virages. On a à la fois des épingles, des virages rapides, des virages un peu plus à moyenne vitesse, mais surtout, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'on a pas mal de relances à basse vitesse, notamment à la sortie du virage 1, à la sortie du virage 6, à la sortie du virage 11, etc., etc. En fait, pour tout le dernier secteur. Donc, c'est vraiment un circuit de relance qui met donc en exergue la capacité des voitures à ne pas fusiller ses pneus arrière. Et vous allez voir, ça donne une clé déjà assez importante pour la course dont on parlera un petit peu plus tard. Une autre de ses caractéristiques, c'est également le fait qu'il comporte une ligne droite de 1,5 km, donc qui est absolument gigantesque entre le virage 16 et le virage 1, qui offre donc une belle possibilité de prendre l'aspiration pour pouvoir tenter un dépassement au niveau du premier virage. Voilà donc pour le circuit. Autre chose que je tenais à ajouter dans cette partie-là, même si c'est pas forcément lié au circuit, enfin si, c'est sa météo. On sait sur le circuit de Fuji, ça peut être soit tout beau, soit ça peut être un temps absolument apocalyptique, comme on avait notamment eu pour les 6 heures de Fuji en 2013 ou encore celle de 2017. Les conditions météo peuvent aussi être entre deux, et donc c'est d'ailleurs le scénario qui semble privilégié pour ce week-end, puisqu'en effet, on semble avoir une course qui devrait être plutôt mixte avec du sec, mais également de la pluie, avec même potentiellement des orages. Donc enfin bref, à ce niveau-là, c'est assez incertain et ça pourrait influencer pas mal la course. On va maintenant passer à la BOP, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Et donc, voici les ajustements qui ont été faits depuis les 6 heures de Kota, ou Lone Star Le Mans qui a eu lieu il y a 2 semaines. Vous voyez, on a des changements assez intéressants à regarder. Le premier, c'est qu'on peut voir que Peugeot rejoint Lamborghini pour ce qui est de la voiture de référence, puisqu'en effet, désormais, la Peugeot est à la masse minimale. Elle n'est pas à la puissance maximale, mais elle a atteint quand même la masse minimale. Donc on a vraiment, là, en l'occurrence, tenté d'enlever, de donner de la performance à la Peugeot avec cet outil-là. On verra où est-ce que ça les place. En tout cas, ils avaient quand même bien galéré malgré tout à Kota. L'autre chose qu'il faut également noter, c'est que on a de nouveau un ajustement global qui est à la défaveur de Toyota, qui prend de nouveau des kilos et qui perd à nouveau de la puissance en dessous de 250 km/h. Et également, il y a d'autres petits trucs qu'on peut voir, c'est notamment qu'il y a certaines voitures, en l'occurrence 3, la Lamborghini c'est logique, mais pour la Ferrari et la BMW, où la masse ne bouge pas. D'ailleurs, on peut voir que pour la Cadillac et pour l'Alpine, ça bouge quasiment pas. En tout cas, le législateur semble être assez content de l'équilibre qu'il a dû voir au cours de Kota, mais également au cours des dernières courses, puisque la BOP se base sur les 3 dernières courses qui ont eu lieu, et donc ça fait que Ferrari par exemple voit à la fois sa masse et sa puissance ne pas évoluer entre la dernière course et celle-ci, ce qui est assez rare, ce qui peut également laisser supposer que c'est la voiture qui est en tout cas la voiture qui définit la fenêtre haute de performance de la BOP. Si on compare avec les 6 heures de Fuji de 2023, on peut voir des choses assez intéressantes, notamment au niveau de la BOP. En effet, on peut voir que tous les constructeurs qui étaient présents avec le même modèle, et exactement le même modèle, Peugeot en l'occurrence, a une évolution sur son FX8, donc c'est pour ça que les données qu'on a sur eux ne sont pas exploitables. Pour les 4 constructeurs qui étaient avec la même spécification de voiture, on peut voir qu'on a une baisse globale de la masse. Là-dessus, tout le monde est logé à la même enseigne, même s'il y en a qui gagnent un peu plus, en l'occurrence Ferrari qui gagne 21 kg, Toyota qui perd également 10 kg au change. Donc là aussi, c'est l'un des constructeurs qui est le plus avantagé à ce niveau-là comparé à l'an dernier. Si on regarde maintenant au niveau des autres constructeurs qui, eux, n'étaient pas là l'an dernier, à Fuji, mais dont on peut se baser sur les données de Kota, on peut voir que globalement ça reste à peu près la même chose, excepté le cas Peugeot que l'on a évoqué précédemment. Pour ce qui est de la puissance, là aussi on a des choses
qu'on peut voir, puisqu'en effet, eh bien, on peut voir qu'excepté Cadillac, eh bien, on a tous les autres constructeurs qui étaient présents l'an dernier qui voient leur puissance diminuer, avec Porsche qui est un peu touché, Ferrari encore un peu plus, et Toyota qui prend un véritable coup de massue comparé à l'an dernier, mais ça reste dans l'alignement de ce qu'on a pu voir à Kota, donc en soi, il y a une certaine cohérence, et je vais vous expliquer après même ce que j'en pense là-dessus, parce qu'en fait, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que la BOP tente d'homogénéiser la performance des différentes voitures, parce qu'elles ne font pas leur temps au même endroit, et donc, eh bien, c'est tout un processus pour tenter d'équilibrer le paquet au maximum. Et donc à l'inverse, Cadillac, eux, gagnent énormément de puissance. Que vous voyez, ils passent de 505 à 520 kW. Donc là, ils vont tout simplement à la puissance maximale pour se relancer en sortie de virage, ce qui devrait pas mal les aider pour bien se lancer, pour avoir une bonne Vmax en bout de ligne droite. Pour ce qui est des autres constructeurs, donc qui n'étaient pas l'an dernier, mais qui étaient là à côté, on peut voir que tout le monde en fait a une légère augmentation de puissance. Et en fait, si on recompare pour les autres constructeurs, si on ne compare pas par rapport à Fuji, en fait, globalement, on est plutôt sur une hausse de puissance, voire, bien sûr, une stagnation pour Ferrari ou une baisse pour Toyota. Ça, c'est donc pour tout l'aspect puissance. Maintenant, l'un des aspects les plus importants avec Le Mans, c'était justement la puissance après 250 km/h. Je le dis avec Le Mans, puisqu'en effet, au Mans, c'était vraiment quelque chose de prépondérant, puisqu'en fait, cette vitesse-là était atteinte très rapidement dans la ligne droite. Donc en fait, c'était vraiment cette colonne-là qui avait une incidence sur la Vmax en bout de ligne droite. Sur les autres circuits comme à Kota, on a pu voir que c'était moins le cas, que ça pouvait permettre de compenser un peu, mais pas totalement, notamment Toyota qui avait un petit peu de mal en Vmax, même si c'était pas visible au point qu'il ne pouvait pas doubler. Mais néanmoins, la chose ici qu'il est intéressant de savoir à Fuji, c'est qu'en fait, cette Vmax, elle est atteinte avant même start-finish line, comme on l'appelle. Donc en fait, grosso modo, après un tiers de ligne droite, on a atteint cette vitesse-là. Et donc en fait, véritablement, ceux qui ont un gros boost à ce niveau-là voient leur Vmax, leur potentiel de Vmax pas mal augmenté. Et donc, eh bien, on a Toyota et Cadillac qui sont très bien placés à ce niveau-là, vraiment pour, je pense, avoir une très bonne Vmax en bout de ligne droite. Ferrari qui est un petit peu boosté aussi, et on a Porsche qui perd un peu. Alors si on compare justement comparé à l'an dernier, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que justement l'an dernier on avait Ferrari qui avait la meilleure Vmax, pourtant c'était loin d'être les plus rapides sur un tour, mais ils avaient ça au moins pour eux, la Vmax. Donc là ils devraient de nouveau être pas trop mal. Toyota avec cet ajustement là qui devrait donc galérer en début de ligne droite, eh bien devrait pas être capable de revenir dans le jeu, voire d'être un peu meilleur. Exactement la même chose pour Cadillac. À noter que cette valeur là est dépassée seulement à 2 endroits sur le tour, mais la deuxième fois en fait c'est littéralement, j'ai fait le compte, 3 secondes avant le freinage suivant. Donc en l'occurrence ça n'a absolument quasiment pas d'impact. Donc vraiment la seule fois où c'est véritablement utile et où ça va avoir une importance, c'est sur la ligne droite de départ arrivée. Pour ce qui est des autres constructeurs, si on compare par rapport à Kota, là aussi, c'est la même chose que j'ai évoqué précédemment pour ce qui est de la puissance, c'est-à-dire qu'en fait que tout le monde voit une légère augmentation comparée à Kota, mais ça reste globalement là aussi encore une fois sur la lignée des ajustements qui ont été faits pour la quasi-totalité des constructeurs. C'est la tendance quasi générale. On a juste une petite baisse pour Lamborghini qui a noté. Potentiellement, le législateur s'attend à ce qu'ils aient une Vmax un petit peu trop importante, donc on les a un petit peu réduits pour justement ce seuil après 250 km/h. Voilà donc pour cette histoire-là. Mais donc du coup, pour en venir maintenant au fait, eh bien, vous allez me dire pourquoi est-ce que tous ces ajustements ont été faits? Eh bien en fait c'est assez simple. L'an dernier, lors des 6 heures de Fuji, on avait eu une course qui avait été plutôt intéressante sur le fait que Porsche semblait très fort en rythme de course. Toyota était encore plus fort, mais Porsche avait véritablement su tenir la dragée haute à Toyota. Là maintenant, Toyota s'étant fait pas mal pénaliser, devrait être un peu derrière sur la grille de départ. Donc là de nouveau, ils devraient avoir du mal, donc ils vont devoir remonter. Mais la chose intéressante, c'est que Ferrari, ayant gagné en performance comparée à l'an dernier, devrait être logiquement, ils étaient à 3 dixièmes en rythme pur, c'est-à-dire sur un tour l'an dernier. Là, ils devraient être au niveau de Porsche, voire un poil devant, et donc véritablement ça va nous offrir une course absolument passionnante puisque les deux là seront proches. Toyota risque d'être un peu derrière en rythme de qualification, mais en rythme de course, comme ils l'ont montré à Kota, ils devraient être très très forts, et encore une fois sur la gestion des pneus, et c'est là où on revient sur l'histoire de la gestion des pneus, sur les sorties de virage qui vont de nécessiter qu'on sauvegarde bien les pneus. Toyota, c'est son plus gros point fort, le fait qu'elle arrive à préserver ses pneus, surtout sur les accélérations de virage lent. Et donc, vu que c'est le point fort de la voiture, Toyota devrait, même s'ils sont un petit peu en dessous
en rythme pur, grâce à la stratégie et grâce à l'usure des pneus, réussir à revenir devant. Et donc c'est pour ça que pour eh bien, la victoire finale, je m'attends à ce qu'on ait une bagarre à 3 constructeurs, c'est-à-dire eh bien, Porsche, Ferrari et Toyota qui devraient se battre dans un mouchoir de poche pendant les 6 heures de course. En l'occurrence, ça nous annonce une course passionnante. Pour les autres, eh bien pour BMW, Alpine, Peugeot et Lamborghini, eh bien là je m'attends à ce que Cadillac, BMW, Alpine, Peugeot soient relativement proches. Lamborghini, comme d'habitude, un petit peu décroché, mais ça, eh bien, on en a l'habitude à ce niveau-là. Lamborghini qui reste la lanterne rouge, mais sinon pour les autres, Cadillac avec leur gain de puissance devrait pas être trop mal, mine de rien. Et après, bon, au vu de ce qu'on a pu voir à Kota, justement, les autres étaient pas trop loin, voire même au niveau de Cadillac. Donc ça nous promet donc eh bien, que malgré la lutte à 3 qu'on aura devant, on aura pas mal d'outsiders également si justement devant il y a des problèmes. Puisque je pense que Cadillac, BMW et Alpine seront véritablement de potentiels troubles faits pour bien s'il y a une voiture qui commet une erreur devant. Et derrière, forcément, ça refera des voitures à doubler. Et donc, ça peut largement compliquer la course. Donc, en tout cas, que ce soit la bataille pour la victoire ou la bataille pour le top 5, top 10, ça s'annonce vraiment très disputé. Donc, j'ai hâte de voir eh bien, ce que ça va donner en course, sachant qu'en plus, on a la météo qui pourrait s'en mêler. Enfin, pour finir, eh bien, quels sont mes pronostics? Eh bien, moi, je dirais une pole Porsche. Et pour la course, eh bien, je m'attends à ce que Toyota soit très très fort. Mais par contre, là, en l'occurrence, je ne saurais pas vraiment vous dire qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais Toyota a quand même l'avantage du terrain. Donc, potentiellement, Toyota qui pourrait aller chercher une victoire, vraiment, en l'occurrence, à la stratégie et au mérite, à la connaissance du circuit. Sur ce, eh bien, moi, j'espère que vous avez apprécié cette analyse de BOP. Si jamais ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, puisque il nous en reste une affaire d'ici la fin de la saison, c'est celle à Bahreïn. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine, bonne course, bye bye.